Mon mari, Ernst Brennbar, réglait posément leur compte à son deuxième cigare et son troisième cognac. Il sentait une chaleur monter lentement en lui et lui empourprer les joues. Il avait la langue lourde et paresseuse. Il savait que s'il ne se décidait pas à parler assez vite, sa bouche allait bâiller comme une huître et qu'il allait rôter, ou pire encore. Il se sentait des grenouilles de plomb dans le ventre, au souvenir coupable du Jofa Spettlöse Braunberg 1964 qui avait accompagné sa truite Metternich. Ses oreilles où battait le sang témoignaient qu'il n'avait rien oublié du pommard rugien 1961 qui avait copieusement arrosé son bœuf crispy. Depuis l'autre côté de la table, Brennbar me lança un coup d'œil par-dessus les décombres du dîner, mais j'étais prise dans une grande conversation sur les minorités. Apparemment, mon interlocuteur faisait partie de l'une d'entre elles. Je ne sais pourquoi le maître d'hôtel avait été convié à prendre part à cette conversation. Peut-être fallait-il y voir un geste pour se dédouaner des différences de classe. Peut-être était-ce parce que le serveur et mon interlocuteur se trouvaient appartenir à la même minorité. « Vous vous rendez pas compte de ce que c'est ?» dit mon voisin. Mais j'étais en train de regarder les joues de mon mari se marbrer. J'écoutais d'une oreille distraite. « Tout de même, » répondis-je sur la défensive, « j'imagine très bien l'effet que ça pouvait faire. »« Oh, vous imaginez !» Mon interlocuteur tirait le maître d'hôtel par la manche pour trouver un appui en lui. « Là, c'était du réel, du solide. Vous aurez beau imaginer tout ce que vous voudrez, jamais vous ne ressentirez ce que nous ressentions. Il fallait vivre avec, tous les jours. » En somme, le maître d'hôtel partageait ce point de vue. Une autre femme assise à côté de Brennbar déclara soudain « Mais figurez-vous que c'est ce que les femmes ont dû subir depuis toujours, et qu'il nous faut encore subir aujourd'hui d'ailleurs. » Je saisis la balle au bond. « Mais exactement. Vous, là, par exemple, vous essayez de m'intimider ?»« Écoutez, la persécution religieuse, c'est la pire des persécutions, » dit l'homme en tirant le bras du serveur pour souligner son propos. « Ah oui ? Eh bien, allez donc demander à un noir, » rétorquai-je. « Ou à n'importe quelle femme, » dit la voisine de Brennbar. « À vous entendre, on croirait que vous avez le monopole de la discrimination. »« Vous êtes qu'une bande de chieurs, » dit Brennbar en déroulant lentement les anneaux de sa langue comme un python au soleil. Les autres se turent tout net et regardèrent mon mari comme un trou de cigarette dans un tapis d'Orient. « Nous parlions des minorités, chérie, » expliquai-je. « Et alors ? J'en fais pas partie, moi ?» Il me fit disparaître dans ses volutes de fumée. Mais sa voisine eut l'air un peu piquée, et elle réagit sans réfléchir. « Je n'avais pas remarqué que vous étiez noir, ou juif, ou femme, » persifla-t-elle. « Vous n'êtes même pas irlandais, ou italien, ou rien de ce genre. C'est vrai, Brennbar, c'est quoi? Allemand ?» ?»« Oui, » dit le serveur en français. « C'est allemand, je le sais. »« Comme minorité, bravo !» lança l'homme qui avait pris plaisir à m'agresser. Les autres éclatèrent de rire, pas moi. Je connaissais par cœur les signaux qu'émettait mon mari pour annoncer qu'il était en train de perdre le bon usage de la conversation polie. Lorsqu'il en arrivait à me souffler au visage la fumée de son cigare, les dégâts étaient déjà assez sérieux. « Mon mari est du Middle West, » indiquai-je prudemment. « Oh, mon pauvre ami !» déclara sa voisine, lui posant la main sur l'épaule en un geste qui parodiait la sollicitude. « Le Middle West, c'est terrifiant, hein ?» marmonna quelqu'un à l'autre bout de la table. Et l'homme qui tenait la manche du maître d'hôtel avec la même concentration que si c'était un détecteur de mine déclara « Ça, c'est une minorité ethnique !» Les rires firent le tour de la table tandis que j'observais mon mari sur le point de franchir une nouvelle étape de la trajectoire qui l'éloignait du bon usage de la conversation. Sourire crispé aux lèvres, il descendit son troisième cognac avec décision et s'en versa un quatrième d'une main presque trop ferme. J'avais tellement mangé, il me semblait qu'on ne devait plus voir le sillon entre mes seins, mais je lançai « Je prendrais bien un dessert. Quelqu'un veut autre chose ?» Ceci sans quitter des yeux mon mari, qui terminait son quatrième cognac avec décision et s'en versait un cinquième avec une remarquable détermination.
Le maître d'hôtel se rappela qu'il était de service et bondit chercher les menus. L'homme qui avait quêté en lui une parenté ethnique, affrontant Brenbar, bille en tête, lui dit, avec une onction condescendante: « J'essayais simplement d'établir que la persécution religieuse, historiquement du moins, est plus insidieuse et plus envahissante que toutes les autres. Nous sommes tous là à dénoncer pour prendre le train en marche quand nous crions au racisme et au sexisme. » Brenbar rôta. Une détonation sèche comme la boule de cuivre d'un montant de lit qu'une main balancerait au hasard contre des ustensiles de cuisine. Cette phase-là m'était familière, elle aussi. Je compris que le dessert arriverait trop tard et que mon mari n'avait guère besoin de faire une pause avant de se lancer. Il commença, en effet. La première forme de discrimination que j'ai rencontrée en grandissant est si insidieuse et si envahissante que même à l'heure qu'il est, aucun groupe n'a pu se constituer pour la dénoncer. Aucun politicien n'a osé en parler et qu'elle n'a donné lieu à aucun procès pour atteinte aux droits civiques. Que ce soit dans les grandes villes ou dans les petites, il n'existe aucun ghetto pour permettre aux victimes de se soutenir entre elles. La discrimination exercée contre ces gens est si totale qu'ils l'exercent aussi entre eux. Ils ont honte d'être ce qu'ils sont. Honte quand ils sont tous seuls de leur espèce et honte quand ils sont vus ensemble. « Écoutez, dit la voisine de Brenbar, si c'est de l'homosexualité que vous parlez, vous datez un petit peu. » « Je parle des boutons, de l'acné, de la peau qui bourgeonne. » martela Brenbar en lançant un regard éloquent et offensif à l'assistance. Ceux qui l'osaient regardèrent son visage grièvement grêlé, comme ils auraient jeté un coup d'œil furtif sur la salle des sinistrés dans un hôpital étranger. À côté d'une si terrible évidence, le fait que nous soyons en train de commander les desserts après les digestifs et les cigares faisait figure de point de détail. « Vous en avez tous connu, des boutonneux, dit Brenbar d'un ton accusateur. Ils vous dégoûtaient, hein, leurs boutons. » Les convives détournèrent les yeux tous, mais le souvenir qu'ils conservaient de ces cicatrices devait être gravissime. Ces creux, ces cratères, on aurait dit qu'ils avaient été faits par des cailloux. Étaient-ils mignons, mon Dieu? Non loin de nous, mais tout de même à distance respectueuse, le serveur gardait par-devers lui les menus, comme s'il avait craint qu'ils ne partent en fumée dans le silence de ce groupe bizarre. « Vous croyez que c'était facile d'aller à la pharmacie ?» reprit Brenbar, « avec tout un rayon de produits de beauté consacrés à la peau. Pour le cas où vous auriez oublié, et la vendeuse qui regarde vos boutons avec un sourire entendu et vous dit « Vous désirez ?» comme si de rien n'était, une tare pareille. Jusqu'à vos parents qui en ont honte. À des indices discrets, vous vous apercevez que votre thé d'oreiller n'est pas lavé avec le reste du linge. Et au petit déjeuner, votre mère vous dit « Tu le sais, hein, mon chéri, que ton gant de toilette, c'est le bleu. » Là-dessus, votre sœur, blêmie, s'excuse et se précipite à la salle de bain pour se relaver. Ah oui, parlons-en des mythes qui accompagnent la discrimination. Bon Dieu, c'est à croire que l'acné est plus contagieuse que la ch'touille. Après le cours de gym, un élève demande si quelqu'un a un peigne. Vous lui proposez le vôtre et vous le voyez se décomposer. Il prie le bon Dieu qui s'offre une autre solution, des fois que son précieux cuir chevelu se mettrait à grouiller de pustules après. C'est bien connu, bouton égale crasse. Les gens qui sécrètent du pu ne se lavent jamais. Je vous le jure sur le joli petit cul de ma sœur, poursuivit Brenbar, il n'a pas de sœur, que je me lavais tout entier, 3 fois par jour. Un jour, je me suis même lavé le visage 11 fois. Tous les matins, j'allais aux nouvelles dans ma glace, comme on compte les morts pendant la guerre. Peut-être que la crème en avait éliminé 2, seulement il en a été poussé 4. On apprend à s'attendre aux pires humiliations dans les moments les plus mal choisis. Un soir, on réussit à décrocher un rendez-vous par téléphone avec une fille qui vous a jamais vu. Et le lendemain, il en est poussé un petit dernier qui vous tord la bouche. Puis un jour, par pitié mal placée, ou par cruauté insondable, les individus qui sont censés être vos copains vous arrangent un rendez-vous. Avec quoi? Avec une autre horreur à boutons, voyons.
Mortifié, vous attendez tous deux que ça se passe. Non mais qu'est-ce qu'il croyait? Que vous alliez changer des remèdes? Comptez vos cicatrices permanentes. Et du racisme anti-boutonneux, voilà ce que c'est. De l'acnophobie. Vous êtes des acnophobes, tous autant que vous êtes, j'en suis persuadé. Et puis, sa phrase se perdit dans un marmonnement. Vous risquiez pas de vous rendre compte de l'enfer que c'est. Il avait l'air secoué. Son cigare s'était éteint et il tentait de le rallumer d'une main mal assurée. « Non, dit mon voisin. Enfin, si, je comprends bien à quel point ça a dû être dur, c'est vrai. » Bah, ça n'a rien à voir avec votre problème, dit Brennbar d'un ton morose. « Non, enfin, si, en fait, c'est bien un peu de ça que je parle, reprit l'homme en cherchant ses mots. J'imagine tout à fait quel enfer. Vous imaginez, dis-je le visage en éveil, mon plus gracieux sourire à la bouche. Mais comment ça? Après ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Allons donc, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il ressentait? Lui, il fallait qu'il vive avec ça tous les jours. Je souris à mon mari et me tournai vers celui qui m'avait pris à partie un peu plus tôt. T'étais des vrais boutons, pas d'imagination qui tienne. Je me penchai sur la table et caressai affectueusement la main de Brennbar. Bien joué, chérie, tu l'as eu. Merci, dit Brennbar, tout à fait détendu. Son cigare était rallumé, il passait son verre à digestif sous son nez, comme il l'aurait fait d'une fleur. Sa voisine ne savait plus sur quel pied danser. Elle lui donna une tape sur le bras avec douceur, mais de façon pressante. « Ah bon, vous plaisantiez en somme, c'est ça ?» Brennbar la consuma dans la fumée de son cigare, avant qu'elle ait pu lire dans ses yeux. Moi, j'arrive toujours à lire dans ses yeux. Non, il ne plaisantait pas vraiment, n'est-ce pas, chérie? C'était plutôt, disons, une métaphore. Les regards convergèrent sur Brennbar avec une suspicion accrue. Une métaphore pour dire la difficulté de grandir quand on est intelligent, dans un monde idiot. Pour dire que l'intelligence est si singulière, si rare, que ceux qui ont une cervelle sont toujours en butte à la discrimination des masses imbéciles qui les entourent. Toute la table parut rassérénée. Brennbar fumait. Il savait être exaspérant parfois. C'est vrai que les gens intelligents constituent la minorité la plus infime. Il leur faut donc supporter la médiocrité bêlante et l'idiotie flagrante de tout ce qui est populaire. La popularité est probablement la pire insulte pour une personne intelligente. C'est pour ça, poursuivis-je avec un geste en direction de Brennbar qui ressemblait à une nature morte. C'est pour ça que l'acné est une métaphore adéquate pour dire le sentiment d'impopularité qu'éprouvent les gens intelligents. Car l'intelligence est impopulaire, évidemment. Personne ne les aime, les gens intelligents. On ne leur fait pas confiance. Leur intelligence cache peut-être une forme de perversité. C'est un peu comme de penser que ceux qui ont des boutons ne sont pas propres. « Ah oui, oui !» avança mon voisin. Il s'animait. La conversation lui semblait sans doute prendre un tour plus confortable. « Bien sûr, cette idée que les intellectuels constituent une manière de minorité ethnique, ça date pas d'hier. L'Amérique est un pays majoritairement anti-intellectuel. Prenez la télévision. Les universitaires, ils sont toujours représentés comme des excentriques, avec une araignée dans le plafond et des tempéraments de petites vieilles. Les idéalistes sont toujours des fanatiques ou des saints, des Hitler en puissance, des Jésus-Christ en herbe. Les enfants qui lisent sont binoclars, et leur rêve secret est de jouer au baseball aussi bien que les autres gamins. Les hommes, on préfère les évaluer à leur sueur. Et tant mieux s'ils ont cette espèce de fidélité obstinée que nous admirons chez le chien. Mais tout de même, Brennbar, de là à suggérer que l'acné et l'intellect, c'est la même chose. Pas l'intellect, rectifiai-je, l'intelligence. Il y a autant de crétins parmi les intellectuels que parmi les joueurs de baseball. L'intelligence consiste simplement à percevoir ce qui se passe autour de soi. Mais Brennbar s'était retranché derrière un écran de fumée, et sa voisine elle-même n'aurait pas pu voir ce qu'il en pensait. L'homme qui avait brièvement entretenu l'illusion que la conversation prenait un tour plus favorable déclara « Ça se discute ça, madame Brennbar, qu'il y a autant de crétins chez les intellectuels que chez les joueurs de baseball. » Brennbar lâcha un rot d'avertissement. Un signal prolongé et étouffé, comme une poubelle lancée depuis une cage d'ascenseur alors qu'on serait très loin, sous sa douche, au 31e étage, et qu'on crierait « Qui est là ?» dans son appartement vide. « Un dessert ?» demanda le maître d'hôtel en distribuant les menus.
Il avait dû croire que Brenbar venait d'en demander un. Je vais prendre des pommes normandes en belle vue, dit l'homme du bout de la table que le Middle West terrifiait. Sa femme voulait le pudding alsacien, un dessert froid. J'aimerais bien une Charlotte Malakoff aux fraises, dit la voisine de Brenbar. Je dis que j'allais prendre une mousseline au chocolat. Merde, commenta Brenbar. Même s'il avait voulu faire une métaphore, son visage ravagé ne relevait pas de l'invention. Cela se voyait à l'œil nu. J'essayais seulement de t'aider, chérie, dis-je sur un ton qui choquait par sa nouveauté. T'es maligne, ma garce, dit Brenbar. L'homme pour qui le tour plus confortable de la conversation s'était révélé un tour de cochon aurait bien aimé, dans cette atmosphère pénible où chacun se sentait très seul de son espèce, avoir à sa disposition un peu plus d'intelligence. « Je vais prendre du clafoutis au pruneau, dit-il d'un ton soumis. « Ça ne m'étonne pas, lança Brenbar. C'est exactement ce que j'avais prévu. » Moi aussi, chérie, j'avais deviné ce qu'il choisirait. « Et pour elle, t'avais trouvé ?» demanda-t-il en désignant sa voisine. « Oh, elle, c'était facile. J'avais trouvé pour tout le monde. » « Je me suis trompé sur ton choix, » admit Brenbar. Il avait l'air troublé. « J'étais sûr que t'allais essayer de partager le savarin avec quelqu'un. » « Brenbar ne prend pas de dessert, expliquai-je aux autres. C'est mauvais pour la peau. » Brenbar se tenait à peu près tranquille, comme une coulée de lave endiguée. Je savais que dans très peu de temps, nous rentrerions chez nous. Je mourais d'envie d'être seul avec lui.